7h43 d'Urban, donc c'est parti avec peut-être ce petit rappel autour de la conférence de Durban. Rappelez qu'en janvier 2010, la région au sud-ouest de Rio de Janeiro est touchée par des pluies diluviennes et fait de très nombreuses victimes. Qu'en février de la même année, la France est touchée par la tempête Xynthia. Au mois de mai et août, c'est le tour de la Chine. En juillet, des inondations au Pakistan. L'Australie est frappée en février 2011 par le pire cyclone de son histoire, et au mois d'août, 20 morts, 50 disparus au Japon après le passage du cyclone Talas. La colère des dieux frappe-t-elle le globe ? Non, nous dit Éloi Laurent dans son dernier ouvrage Social Écologie sorti chez Flammarion. La colère des dieux n'existe pas. Il s'agit plutôt de parler du dérèglement climatique lié à la pollution de la Terre qui serait à l'origine de beaucoup de ces catastrophes naturelles de ces dernières années. Alors donc hier à Durban s'est ouverte la conférence sur le changement climatique destinée à faire le point sur le réchauffement planétaire ainsi que sur la pollution. Quels seront les vrais enjeux de cette conférence dont on dit, comme à chaque conférence maintenant sur le climat ou l'écologie, qu'elle est vouée à l'échec ou presque. Et nous verrons ce qu'il en est et ce que vous en pensez. D'autant que vous allez y aller, le vous étant à vous, Éloi Laurent, et à vous, Corinne Lepage, que l'on retrouve donc au Matin de France Culture. Bonjour à vous. Bonjour. Faut-il que je vous présente Rappelez que vous êtes ancienne ministre de l'Environnement, avocate, plus présidente, mais fondatrice de CAP 21 et candidate à l'élection présidentielle de 2012. Vous venez de publier Déficit public à l'archipel. Peut-être une toute première question, mais je réserve une bonne nouvelle, figurez-vous, sur Durban, puisqu'on dit que c'est toujours de l'échec qui surgit de ces conférences. C'est encore ce que vous craignez ou pas, en l'occurrence ? Alors, si vous vous souvenez bien, l'année dernière, votre émission s'appelait Chronique d'un échec annoncé, juste avant Cancun. Et c'était avec vous. Et c'était avec moi, et je vous avais suggéré que peut-être ce serait un succès, et en l'occurrence, ça a été un succès, Cancun. Mais après, on ne le dit pas, voilà, vous voyez comment on est. Non, mais c'est-à-dire que Copenhague a été une déception, Cancun a été un succès. Là, effectivement, Durban, là, pour le coup, vous aviez raison, mais simplement un an avant, c'est-à-dire que là, pour le coup, c'est vraiment la chronique d'un échec annoncé. Moi, je nourris des craintes assez fortes au point où je me demande s'il vaudrait mieux pas qui est vraiment pas du tout d'accord, parce que je crains que l'accord qui serait trouvé à Durban, ce soit un accord pour reporter tout après 2020. Cela dit, faut-il être vraiment Cassandre et peut-être éviter effectivement le réflexe pavlovien journalistique dont je présente mes excuses à l'avance aux auditeurs d'en avoir usé trop. Est-ce qu'il ne faut peut-être pas d'ailleurs le minimiser, puisqu'on dit, et qu'est-ce que ça veut dire là peut-être plus précisément, que Durban est une conférence intermédiaire, c'est-à-dire, on veut dire par là qu'elle elle est destinée à poser les bases de la conférence suivante. Alors, je rejoins Éloi Laurent. Moi, j'étais à Cancun. Cancun a été un succès. Un succès grâce à la présidence mexicaine, qui a été remarquable. Et c'est un succès des pays du Sud. Quand on regarde Copenhague, pour moi, l'interprétation que je vais donner est une interprétation évidemment personnelle. J'ai vécu Copenhague où j'étais comme un refus du Sud d'accepter ce que voulait le Nord. Et j'ai vécu Cancun comme la première affirmation du Sud de pouvoir décider pour la planète, c'est-à-dire Nord inclus. Donc on a assisté à une espèce de bouleversement géostratégique entre l'un et l'autre. Qu'est-ce qui va se passer à Durban ? C'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce soit franchement très bien parti. C'est le moins qu'on puisse dire. Contexte de crise économique et financière que l'on connaît. Pas d'accord sur le fonds vert, c'est-à-dire les 100 milliards de dollars auxquels les pays du Nord se sont engagés pour permettre à la fois l'adaptation au changement climatique des pays du Sud et la transformation économique nécessaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tout cela parce que ça fait des années, indépendamment de la crise, que l'on renvoie à la formule diplomatique financement innovant qui veut strictement rien dire. Rien dire du tout, parce qu'on ne veut pas dire si on veut une taxe sur les transactions financières, si on veut une taxe carbone, ou si on veut taxer les transports. Il va bien falloir mettre un nom derrière financement innovant. À mon sens, c'est pas fromage ou dessert, ça va être fromage et dessert. Je veux dire par là qu'on a besoin et de la taxe sur les transactions financières dont l'objectif sera le développement, mais aussi la relance dans les pays du Nord,
et la taxe sur le carbone via le transport et autre chose. Il va falloir faire les deux et Durban va être l'occasion de discuter un peu du fond des choses et de savoir ce qu'on va mettre dans ce fond. Et c'est en cela que ça peut être intermédiaire, c'est-à-dire qu'on décidera probablement pas, mais j'espère au moins qu'on va poser les questions qui fâchent. Attendons avant de crier tout de même que ce sera un échec. Moi, j'ai tout de même une bonne nouvelle. Je vous la soumets. Je vous la soumets un peu brute de décoffrage, telle que nous l'avons reçue à 23h40 cette nuit, une dépêche AFP, avec embargo pour diffusion ce matin à 7h. Il est 7h48. Le secteur du transport maritime pourrait accepter une taxe sur le CO2 émis par les navires pour permettre de générer des fonds visant à aider les pays les plus pauvres à faire face au changement climatique. Cela donc a été déclaré à Durban, Afrique du Sud, où se tient la conférence de l'ONU sur le climat. La Chambre internationale de la marine marchande, représentant 80% de la flotte marchande mondiale, et les ONG WWF et Oxfam demandent que soient mises en œuvre les mesures fondées, et ainsi donc cette mesure-là inciterait les navires à réduire clairement leurs émissions de CO2 et abonderait au fameux fonds vert qui doit permettre en 2020 d'aider les pays les plus vulnérables au changement climatique. C'est ça. Alors, ça c'est plutôt bien. C'est la bonne nouvelle qu'on attend. Évidemment, on ne peut pas dire que rien ne sera fait. On attend une bonne nouvelle qui est le fonds vert et qui est une source de financement à peu près stable et qui est une réalité pour ce fonds vert. Et le transport maritime international est effectivement comme une piste. Donc, du coup, on part plutôt avec cette bonne nouvelle. Mais pour revenir sur ce que disait Corinne Lepage... Le transport maritime représente 3% des émissions globales. Et augmente les avions derrière, de gaz à effet de serre. Il y a le transport aéronautique. Et après, il y a la question du transport aéronautique. Mais donc, je pense que c'est une très bonne analyse, cette idée que Copenhague était, au fond, le Sud qui refuse. Cancun, c'est le Sud qui prend les choses en main. Durban, c'est le Nord qui refuse. Au fond, on voit très bien la séquence de ces trois conférences, c'est-à-dire que Durban s'ouvre avec une espèce de problème absolument majeur qui est l'Amérique du Nord. C'est-à-dire que les États-Unis sont devenus l'homme malade des négociations climatiques. Barack Obama n'a absolument pas inversé la tendance par rapport à George Bush. Barack Obama s'abrite derrière la soi-disant idéologie des républicains qui est réelle, mais derrière l'idéologie des républicains, il y a les enjeux économiques des démocrates. Quand Barack Obama avait absolument toutes les cartes en main, il a mis le climat comme dernière priorité. Aujourd'hui, il s'est lui-même coincé. Et par ailleurs, quand on voit ce que fait Barack Obama également aux États-Unis et la décision qu'il vient de rendre contre l'EPA, contre l'agence environnementale américaine, de réguler la pollution atmosphérique aux États-Unis, on voit très bien que dans son cabinet, dans son administration, le business a pris le pouvoir contre les intérêts environnementaux. C'est une déception. Barack Obama, c'est peut-être la plus grande déception écologique du côté démocrate depuis très très longtemps. Et ça, évidemment, c'est un immense problème pour ces négociations d'Urban parce que les États-Unis bloquent tout, n'ont aucune solution, n'ont aucun objectif intermédiaire. La Chine fait beaucoup plus aujourd'hui contre le changement climatique que les États-Unis. Alors, ça, oui, ça c'est... Alors oui, là-dessus, quand vous dites le Nord, je dirais il y a deux Nords. Il y a les États-Unis, avec point d'interrogation ou pas le Canada, et l'Europe. Alors, l'Europe, elle a à la fois de vraies ambitions en matière de changement climatique. Nous avons des discussions pour aller jusqu'à une réduction de 30% de nos émissions de gaz à effet de serre. La Commission était pour, maintenant elle est contre, le Parlement européen est partagé, mais enfin, disons qu'on veut y aller. Mais on ne peut pas y aller tout seul. Et ce sujet-là se repose exactement de la même manière pour le deuxième grand sujet en dehors du fonds vert qui va se poser à Durban, qui est la question du post-Kyoto. Les pays du Sud tiennent énormément à un Kyoto 2, tout simplement parce que c'est le seul acte contraignant qui ait été accepté par les pays du Nord, à ceci près que, 1, les États-Unis ne l'ont pas signé, et que pas ratifié. Oui, ils l'ont signé, pas ratifié. Que 2, les pays autres que l'Europe ne veulent pas entendre parler d'un Kyoto 2, et que 3, tout le monde n'est de loin pas dans les clous par rapport aux engagements qui avaient été pris. Donc, vous voyez bien que par rapport au Sud, on ne peut pas à la fois ne pas faire le fonds vert et ne pas aller vers des engagements contraignants. Je voudrais rappeler une chose quand même, parce que ce que vous dites est très intéressant, mais c'est plus intéressant, encore quand on rappelle les dates. Kyoto, c'est 97. Oui. Ça devait, soi-disant en 97, c'était donc il y a 15 ans, nous faire éviter la catastrophe.
Signé en 97, entré en vigueur en 2005. Ouais. Donc tout ça est très récent. Parce que un point qu'il faut rappeler, alors, je vais revenir ensuite sur le... Oui, mais comment fait-on avec cette temporalité où on fait des sommets pour régler une urgence de notre avenir à 30 ans près, ce qui est urgent. On est pris dans une seringue. Alors, le problème, c'est que le problème scientifique est apparu il y a 20 ans. C'est extrêmement récent. Le GIEC a été créé en 88. Ouais. Donc ça fait 20 ans qu'on commence à s'intéresser à la question du changement climatique. Ça fait 10 ans... Le grand rapport du GIEC qui commence vraiment à changer les esprits et les mentalités sur la question, c'est 2001. Donc ça fait 10 ans. C'est 95 déjà. Mais 2001 commence vraiment avec une probabilité beaucoup plus forte de certitude sur l'enchaînement, émission, concentration et élévation des températures. Et ensuite, événements extrêmes. Et 2005, c'est l'entrée en vigueur du protocole de Kyoto. C'était il y a 6 ans. Donc en fait, tout ça est extrêmement récent. Et déjà, la porte se ferme vers les 2 degrés de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle. Voilà. Puisque si on n'agit pas dans les 5 prochaines années, et au pire, avant 2020, la porte se ferme à jamais sur les 2 degrés. On rentre dans le monde des 3 degrés. Encore 2, d'autres disent 4. Donc c'est horriblement difficile. Donc en réalité, à partir du moment où on a passé ce cap des 2 degrés, si je puis dire, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va parce qu'il y a des effets cumulatifs que l'on ignore. Par exemple, la question du permafrost, de la fonte du permafrost et du relargage du méthane. C'est quelque chose qu'on a appris il y a 7-8 ans. On ne savait pas. Maintenant, on sait qu'on est exposé à ce risque, qui veut dire quoi, pour que tout le monde comprenne. Ça veut dire que sont stockés dans des terres glacées du méthane en très, très grande quantité, qui serait en capacité d'augmenter jusqu'à 25% nos émissions à nous de gaz à effet de serre. Il y a peut-être d'autres choses qu'on ne connaît pas, que la science ne connaît pas encore. Et les dérèglements peuvent avoir des effets cumulatifs. Ce qui veut dire que si on n'arrive pas à rester dans les 2 degrés, très franchement, moi je suis très pessimiste, je pense que c'est fichu, très franchement. On ne sait pas où on va. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on travaille en même temps sur la réduction maximale et sur l'adaptation, parce qu'on va aussi avoir besoin, et on a déjà besoin, de s'adapter aux effets du changement climatique. Il va falloir faire les 2 à un moment où on n'a pas d'argent et à un moment où nous sommes incapables, et je dirais que c'est au cœur de tous les sujets, de penser l'économie en fonction de cela. Alors, tout à l'heure, Corinne Lepage, à 8h15, Brice Couturier il interrogera en vous, la candidate à l'élection présidentielle que vous êtes, qui publie Déficit public à l'archipel. D'un petit mot tout de même avant de terminer cette première partie. Comment tout de même vous faites, et la femme politique que vous êtes, la candidate que vous êtes, pour vous positionner par rapport à ces questions écologiques, alors que le climat, si j'ose dire, met en avant les problèmes économiques sans fin Parce que, à mon sens, les 2 sont liés. Quand on parle d'emploi, il faut voir quels sont ceux qu'on va pouvoir créer dans le Nord, c'est-à-dire en Europe et en France, dans les années qui viennent. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que nous pouvons, avec l'efficacité énergétique, avec la chimie verte, avec les énergies renouvelables, recréer toute une activité industrielle, parce que nous en avons besoin. Cela veut dire lier à la fois la question du changement climatique et la question du développement économique et de l'emploi. Il est clair que si on ne fait pas les 2 ensemble, on est fichu. Complètement. Corinne Lepage, Éloi Laurent, invité les matins de France Culture. On vous a entendu hier déjà réagir sur l'affaire de Monsanto et des OGM. Peut-être nous y reviendrons bien sûr en seconde partie, mais il nous fallait bien sûr évoquer cette bonne nouvelle d'Urban avec la taxation du CO2 pour le secteur du transport maritime. 8h19, Brice Couturier, bonjour à vous. Bonjour Marc. Nous sommes toujours en compagnie bien sûr aussi de Leïla Dakli. À vous l'honneur, cher Brice, comme chaque jour, d'ouvrir le débat des matins de France Culture. On va parler de la conférence d'Urban, comme vous l'avez fait tout à l'heure, mais il faut reconnaître que cette conférence, elle tombe au plus mauvais moment. Au mieux, elle indiffère. Aucun chef d'État de gouvernement de la planète n'a daigné faire le voyage en Afrique du Sud. Au pire, elle agace. Face à la crise économique qui s'étend au monde entier, les gouvernants sont mobilisés pour sauver la croissance dans leur pays. Les enjeux climatiques, de portée globale, à plus long terme, plus complexes, passent donc au second plan. Nous autres Européens, nous avons joué le jeu depuis notre engagement de Kyoto et réduit de 7,5% nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, la part de l'Union européenne dans les émissions de CO2 globales n'est plus que le 10e total mondial. Les États-Unis ont réduit les leurs dans des mêmes proportions à peu près. Mais c'est largement un effet de la crise économique et non pas du volontarisme politique américain. Et Washington refuse toujours de signer le protocole de Kyoto. C'est comme pour la prison de Guantanamo, Obama ou George W. Bush. Eh bien, ça ne change pas grand-chose, sinon que nos journaux à nous en parlent moins.
Ils y sont d'autant moins disposés, les Américains, qu'ils constatent que les Japonais veulent s'affranchir de leurs engagements passés et que monte en puissance une production chinoise dévoreuse d'énergie fossile. Un quart du CO2 rejeté actuellement dans l'atmosphère provient des usines de l'Empire du Milieu. Et la position de l'Inde est encore plus fermée au cours de cette conférence de Durban. Alors, il faut se reporter au dernier rapport sur les perspectives mondiales énergétiques publié par l'Agence internationale de l'énergie pour voir que la demande primaire d'énergie va s'accroître d'un tiers environ entre 2010 et 2035. 90% de cette croissance sera le fait des pays n'appartenant pas à l'OCDE, donc des émergents en question. La consommation chinoise d'énergie fossile dépassera de 70% celle des États-Unis au cours de ce quart de siècle. Pas étonnant, il y a un rapport direct entre la sobriété énergétique des Européens et les niveaux de CO2 émis par les industries chinoises et indiennes. Plus la production va devenir coûteuse chez nous sous l'effet de la reconversion vers le non-polluant, plus elle va tendre à se délocaliser vers chez eux. Bénéfice pour la planète, zéro. C'est un peu ce qui se passe en Europe depuis la décision des Allemands, Suisses et Italiens de renoncer à l'électricité d'origine nucléaire. Comme l'écrivait Eli Cohen au lendemain de cette décision, je le cite, « Les pays sortant du nucléaire et misant sur les énergies renouvelables vont accroître leurs importations d'énergie d'origine nucléaire, ne serait-ce que pour sécuriser ces sources de production intermittentes que sont les éoliennes et le solaire. La France devient le hub nucléaire de l'Europe et un exportateur majeur. » C'était sur Telos le 22 mai 2011, donc sous la plume d'Eli Cohen. François Hollande l'a bien compris, puisqu'il est revenu hier de manière spectaculaire sur les promesses faites aux écologistes par ses amis du Parti socialiste. Je cite le député du Nord, Christian Bataille, un socialiste, qui parie dans les Échos de ce matin, dans une interview. Il parie qu'au cours de la prochaine législature, si les socialistes, ses amis, y sont majoritaires, ce n'est pas 2 centrales qu'on arrêtera, mais une seule, voire 0. Propos de Christian Bataille, député du Nord. Les propos de Michel Rocard sur le nucléaire la semaine dernière, qui n'ont guère été reliés par les médias, ont peut-être été entendus comme un avertissement. Je cite Michel Rocard, l'ancien Premier ministre. « Vouloir attenter au nucléaire en France est une folie », a-t-il déclaré le 13 novembre dernier aux Parisiens, et d'ajouter quelques jours plus tard à Nouméa, « Dans 7 ou 8 ans, il y aura une diminution frénétique des ressources parce que nous sommes entrés dans le pic pétrolier ». Et l'ancien Premier ministre de mettre en garde. Il se profile un drame de civilisation où nous aurons une décroissance par manque d'énergie. Alors, lorsqu'il est question de politique énergétique, et en particulier du nucléaire, il est devenu difficile de sortir des idées reçues et des positionnements idéologiques de part et d'autre. Mais puisque vous êtes écologiste, candidate à la présidence de la République, Corinne Lepage, pouvez-vous nous dire quelle serait la vôtre ? Quelle serait votre attitude à la conférence de Durban ? Quelle serait la part du nucléaire dans le mix énergétique français ? Ça ferait au moins une présidente de la République à Durban si elle l'était, qu'elle y serait, c'est ça ? Je serais à Durban. Vous seriez la seule. Corinne Lepage. Oui. Il y a beaucoup de questions, je ne veux pas occuper tout le débat, donc ce serait très long de vous répondre. Ma position à Durban, ce sera de défendre la proposition européenne, bien entendu. Et cette proposition européenne, elle consiste à essayer de faire profiter l'industrie européenne et donc l'industrie française des engagements européens qui sont depuis l'origine. Autrement dit, il est tout à fait inacceptable que l'Europe, qui a porté toute cette affaire de climat depuis 20 ans, soit celle qui, finalement, sur un plan industriel et économique, en profite le moins. Et c'est là où je réponds à votre question sur le nucléaire. Je n'ai pas de position idéologique, dogmatique ou religieuse sur le sujet. La question que je me pose, c'est simplement celle de savoir où est l'intérêt majeur des Français sur ce sujet, en termes économiques, en termes industriels, en termes d'emploi, en termes de sécurité. C'est tout. Et c'est à partir d'une analyse froide, en quelque sorte, que l'on peut trancher. Le problème est que nous ne disposons pas, en France, des données objectives permettant réellement un débat. Nous sommes en face d'anathème. Le président de la République a été très fort dans l'exercice vendredi dernier au Tricastin avec une série d'éléments qui sont faux, purement et simplement inexacts, d'autres qui sont approximatifs. On a besoin de véritables données pour comparer. Je peux vous donner un exemple. C'est le fameux débat qui a lieu en ce moment entre Henri Proglio, le patron d'EDF, qui chiffre à 1 million le nombre d'emplois induits par le nucléaire, et
Anne Lauvergeon qui, elle, le situe au niveau de 410 000 emplois très précisément en France, direct et indirect. Ça fait plus du simple au double. Donc effectivement, il est impossible de s'y retrouver. Je vais vous dire les chiffres, c'est très simple. C'est 100 000 emplois directs, 110 000 emplois directs dans la filière nucléaire, 400 000 emplois indirects, c'est-à-dire... Pas 1 million. Bien sûr que non, c'est 110 000. C'est 110 000 emplois directs. J'observe que l'industrie du renouvelable, aujourd'hui, c'est globalement 40 à 50 000 emplois directs. Alors ensuite, on peut ajouter les indirects, c'est-à-dire ceux qui travaillent grâce aux emplois directs. Je laisse ça de côté parce que ça ne veut rien dire du tout. Qu'est-ce que fait l'Allemagne ? Je vous contredis, pardonnez-moi. L'Allemagne n'a pas du tout l'intention d'acheter... Vous contredisez Eli Cohen, en l'occurrence. N'a pas du tout l'intention d'acheter du nucléaire à la France. Moi, j'ai lu très attentivement le projet d'Angela Merkel. Il n'y a pas d'achat d'électricité nucléaire, d'autant plus que le consommateur allemand bénéficie d'un avantage par rapport au consommateur français. C'est que lui, il peut choisir l'origine de son électricité. Et quand il veut de l'électricité verte, il choisit de l'électricité verte. En France, c'est quand même extrêmement difficile. Donc les Allemands, ils ne vont pas acheter d'électricité du nucléaire. Ne croyez pas cela. Ils brûlent du charbon et ça pollue l'Europe. C'est de plus en plus de gaz et de gaz combinés qui a un très bon rendement. Alors, c'est vrai que ça fait du CO2, mais ça n'en fait pas tant que ça. Et deuxièmement, et ce qui est le plus important sur notre sujet, c'est que derrière ce projet allemand, vous avez un projet industriel absolument fantastique. Parce que vous n'avez pas que les énergies renouvelables. Vous avez tout ce qui va avec. Ça compte pour combien les énergies renouvelables en Allemagne dans le mix énergétique ? Aujourd'hui, c'est à 18 ou 19%. Ils envisagent d'être à 35 à 40% en 2020. C'est réaliste ? Bien sûr. Bien sûr que c'est réaliste. Bien sûr que c'est réaliste. Et ils ont deux choses très importantes, et je m'arrête pour qu'Élie Laurent puisse parler. C'est l'efficacité énergétique, c'est-à-dire qu'un ménage allemand consomme entre 25 et 30% de moins qu'un ménage français, excusez-moi du peu. Ça veut dire que le problème du pouvoir d'achat, c'est pas seulement le nombre de kilowattheures, le prix du kilowattheure, c'est le nombre de kilowattheures. C'est l'isolement qui est en cause ? Pardon ? L'isolement des habitations qui est en cause ? Bien sûr, ils n'ont pas de chauffage électrique, ils n'ont pas fait la même ânerie que nous, qui est uniquement destinée à vendre de l'électricité nucléaire. Et deuxièmement, ils développent toute une série d'activités industrielles parallèles, si je puis dire. Je parlais de la domotique, c'est-à-dire le fait de pouvoir régler votre maison de manière à consommer le moins possible. Donc tout ça est très cohérent. Et moi, je vous donne rendez-vous dans 10 ans. On regardera l'industrie allemande, on regardera l'industrie française. Croyez-moi, c'est pas nous qui aurons gagné en termes d'industrie et d'emploi. Éloi Laurent. Il n'y a même pas besoin d'attendre 10 ans. Il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis 10 ans en Allemagne et depuis 10 ans en France. Non, il y a deux idées reçues dans ce que vous avez dit qui me semblent vraiment... Je fais que citer des experts qui sont aussi légitimes que vous-même, par exemple. Je ne sais pas, mais... Eli Cohen n'est pas un imbécile. En l'occurrence, ça n'a rien à voir avec le fait d'être un imbécile, ça a à voir avec le fait d'avoir des modèles ou pas sur la question de la transition énergétique. Donc il y a deux idées reçues dans ce que vous dites. La première idée, c'est la crise financière est orthogonale à la question climatique, et puisqu'on n'a pas de moyens, il faut oublier le climat. La deuxième idée reçue, c'est occupons-nous que du nucléaire, c'est la seule question qui vaille sur la question de la transition énergétique. Ces deux idées-là sont fausses. Et d'ailleurs, elles se rejoignent pour s'annuler toutes les deux. Ce que l'Union européenne doit faire, c'est s'engager dans un plan massif de transition énergétique qui précisément la sortira de la crise économique actuelle. Alors, soit dans l'Union européenne, la zone euro entre en récession. Hier, le taux de chômage est à 11%. Soit on considère qu'on continue l'austérité, qu'on continue la récession, qu'on continue le concours de beauté sur le pont du Titanic, pour dire les choses clairement, et donc en ayant l'idée qu'il y a un modèle formidable qu'est le modèle allemand, qu'on va absolument tous imiter, alors que l'OCDE vient d'expliquer que cette stratégie-là... Vous parlez de modèle énergétique allemand ? Non, de modèle économique, c'est-à-dire l'idée selon laquelle l'austérité est la bonne politique en Europe, alors que l'OCDE vient de reconnaître que le problème c'est la contagion, et qu'il n'y a absolument pas un modèle et des autres qui suivent, mais qu'il y a une crédibilité collective où il n'y a pas de crédibilité du tout. Bon, donc ça, entre le modèle grec et le modèle allemand, il y en a d'autres. Donc il y a une Europe qu'il faut essayer de reconstruire, et un moyen de la reconstruire, c'est précisément, et c'est parfaitement en accord avec toute la stratégie européenne pour 2020, c'est précisément le développement soutenable et la transition énergétique. Ce qui m'amène au deuxième point, qui est, est-ce qu'il faut se concentrer que sur le nucléaire et ne parler que de ça ? Bien entendu, non. Il y a sobriété énergétique, efficacité énergétique et effectivement la question des énergies renouvelables. Et c'est ces trois-là qu'il faut mettre ensemble. Et pour en revenir à votre point qui est, est-ce qu'on a un modèle de transition énergétique qui crée des emplois, où on a tous les paramètres et où on fait tourner le modèle et ça marche ?
marche? Eh bien oui, il y en a un, ça s'appelle l'association Négawatt. J'invite tous les auditeurs à aller voir sur leur site internet. Ils se sont donné du mal, c'est quand même fâcheux qu'on fasse ça avec des trucs de coin de table, de bouts de ficelle. Ils ont travaillé pendant des années pour mettre en place un modèle où ils prennent tous les paramètres en compte et où ça crée au total 600 000 emplois nets en France à partir du moment où on fait 30% de réduction des gaz à effet de serre, et y compris on sort du nucléaire. Donc je veux dire, parlons de ça. Si quelqu'un a un contre-modèle contre ça, alors on parle sérieusement. Si c'est simplement des chiffres qui sont balancés comme ça, sans aucune méthodologie et aucun fondement, c'est pas un débat. Michel Rocard et la CGT Énergie, ils ne sont pas exactement d'accord avec vous. La CGT Énergie a protesté violemment contre les tentations de céder au vert sur l'énergie d'origine nucléaire. Parce qu'il faut voir aussi qu'il y a peut-être des emplois qui seront créés par les énergies vertes, mais il y a aussi beaucoup d'emplois qui seront détruits. Mais ce calcul par le renchérissement des coûts énergétiques. En compte, c'est une création d'emplois nette. Ça calcule les emplois créés, les emplois détruits. C'est ça le problème, c'est que tous ces trucs-là, on ne s'interroge jamais sur la méthodologie. On balance 5 millions, 400 000, etc. C'est quoi? Emploi direct, indirect, induit? Comment on calcule les emplois induits? Est-ce qu'il y a les emplois créés et les emplois détruits? Négawatt, c'est en net 600 000 emplois créés. On prend en compte les emplois détruits, on prend en compte les emplois créés. Donc une fois de plus, si on veut avoir un vrai débat énergétique en France, on prend des modèles, on est sérieux sur ces questions-là et on arrête de faire des espèces de trucs qui ne riment à rien. Puisque vous êtes un économiste de l'écologie sérieux, Éloi Laurent, et que vous avez la chance, c'est pas tous les jours, d'avoir une candidate à la présidence de la République à côté de vous qui n'est pas moins bonne spécialiste. Mais tout de même, qu'auriez-vous, peut-être pour aussi comprendre les enjeux, envie de lui dire dans le programme déjà qu'a un peu esquissé au fond Corinne Lepage sur la question de l'économie, mais vous, votre ouvrage s'appelle Social Écologie. Oui. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que, par exemple, question difficile, en direct, Corinne Lepage dit, et ça vous y êtes sensible, ou il manque quelque chose pour se faire élire? Parce qu'est-ce qu'on se fait élire sur un programme de construction d'éoliennes, c'était encore une autre paire de manches. Mais je ne crois pas que ce soit mon programme. Moi, je ne suis pas spécialiste du fait de se faire élire. Ouais. Les thèmes qui me tiennent à cœur, c'est effectivement l'économie verte, dont on parlera non pas à Durban, mais à Rio. C'est-à-dire comment est-ce qu'on amorce une transition globale qui, finalement, renoue avec la question du développement soutenable, c'est-à-dire où on substitue l'objectif de croissance à l'objectif de développement, et ça, c'est tout ce qu'on a fait autour de la commission Stiglitz-Senfit sur les nouveaux indicateurs de développement, etc. C'est très important. Je signale aux auditeurs, si ça les intéresse, que sur le site de l'OFCE, on a sorti un volume qui s'appelle Économie du développement soutenable en libre accès, où par exemple il y a un papier très intéressant de Didier Blanchet de l'INSEE, donc qui est quelqu'un qui s'occupe de la comptabilité française et qui fait une synthèse de toute cette réflexion et de tout ce qui est déjà mis en œuvre sur ces nouveaux indicateurs de développement. Donc les questions qui m'importent, moi, c'est les nouveaux indicateurs de développement. Ça, c'est absolument fondamental, parce que tant qu'on n'aura pas changé ça, on n'aura pas changé les politiques publiques. D'accord. La deuxième question qui m'importe, c'est la précarité énergétique, qui est un problème absolument massif. Et quand on parle de scénario de transition énergétique, il faut inclure la précarité énergétique. Autrement dit, encastrer la question de la justice sociale dans ces problématiques de transition énergétique. Pour l'instant, personne n'en parle. En France, ça concerne près de 9 millions de personnes, la précarité énergétique. Et on entre enfin dans l'hiver, donc effectivement, ça va devenir un sujet absolument majeur. Et le troisième sujet qui m'importe, c'est les inégalités environnementales au sens général. En Europe, on est en retard sur cette problématique-là, sur cette nouvelle frontière de l'État-providence, qui est la question environnementale, qui est comment est-ce qu'on prend en compte l'environnement dans lequel vivent les individus, travail, loisirs et résidence. Et effectivement, il y a des régions entières, il y a des quartiers entiers qui sont soumis à des risques extrêmement graves de cancer, etc. C'est une problématique majeure et en France, on n'a pas les données et pas les politiques. C'est ce que vous appelez la social écologie, oui, voilà, c'est ce que j'ai... Comme ça. Est-ce que vous reprenez cela à votre compte, Corinne Lepage? Oui, les trois indicateurs de développement dans le déficit public, effectivement, quand je parle de stratégie à long terme de la dépense publique, bien entendu, je reviens sur la question des indicateurs et les liens entre le déficit, c'est-à-dire la dépense-recette, et le patrimoine. C'est tout l'objet de votre livre, c'est ça, tout l'objet de mon bouquin. Quasiment les 3/4 de votre livre. C'est tout l'objet de mon bouquin. Donc là-dessus, je suis entièrement d'accord. Sur la précarité énergétique, bien sûr. Et ça se joue notamment, très probablement, avec une modification des systèmes de tarification et un minimum vital pour chacun. Et puis, sur les inégalités environnementales, je parle, moi, beaucoup de sécurité humaine, qui précisément prend en compte toutes les différentes formes d'insécurité et d'inégalité. Et je voudrais revenir sur deux points que vous avez abordés. 3 points même. Premièrement, sur l'emploi. Donc, je dis pour ceux qui n'ont pas l'image. Voilà. Premier point sur l'emploi dans le nucléaire. Moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire aujourd'hui, c'est pas l'emploi du nucléaire demain, c'est l'emploi du nucléaire aujourd'hui. Parce que on a affaire à des gens qui sont en train d'agiter des chiffres complètement délirants
style M. Proglio, 1 million de personnes. Mais en attendant, il y a des réductions d'effectifs chez Areva parce qu'il y a un déni de réalité sur la situation du nucléaire français dans le monde. C'est-à-dire qu'on continue à nous dire il faut exporter des EPR qu'on n'exporte pas, il faut vendre du MOX qu'on ne vend pas, nous retraitons des déchets que nous ne retraitons pas, et tout ceci est donc un nuage absolument total, et le problème, il est sur la transition aujourd'hui de la société Areva, qui commence à faire de l'éolien offshore, c'est très bien, il va falloir penser à d'autres activités économiques. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est la réalité, et c'est aujourd'hui, et cela me préoccupe. Le deuxième point, le nucléaire, c'est pas toute l'énergie. Vous parliez du pic pétrolier, entièrement d'accord. Sauf que le pétrole ne se substitue pas au nucléaire et vice-versa. Aujourd'hui, le nucléaire, c'est 16% de l'énergie française, et ne confondons pas électricité et énergie. Le pétrole, c'est 45%. Donc, comment est-ce qu'on fait, effectivement, pour réduire notre dépendance au pétrole ? Et ça, c'est un sujet absolument majeur. Et troisième point, je rejoins complètement Éloi Laurent sur la transition écologique et énergétique. Moi, j'irais jusqu'à la transition économique, parce qu'il faut lier à ça le modèle économique utilisé. Il faut absolument qu'on sorte, notamment en France, d'un prisme déformant en faveur des grandes multinationales françaises, et de comprendre que notre économie, notre développement et nos emplois, ils dépendent de ce que nous sommes en capacité de faire pour les petites et les moyennes entreprises. C'est le volet réindustrialisation de la France. Oui. Également pour le tiers secteur, pour les coopératives, les mutuelles, etc. Toute cette activité économique qui, elle, est ici, qui permet de créer de l'emploi, alors que les décisions qui sont prises sont toujours en faveur des multinationales françaises, qu'elles s'appellent EDF, Areva, Veolia ou ce que vous voudrez, ou Gaz de France, c'est pareil. En l'occurrence, pour comprendre par rapport à ce qui s'est passé dans le débat politique entre Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste, vous êtes quoi ? Vous plus sur la plateforme d'Europe Écologie Les Verts ou plus sur la plateforme d'un François Hollande qui, dans Le Monde daté d'aujourd'hui, dit tout de même qu'on ne peut pas sortir de la politique nucléaire de manière irréaliste. Mais je pose pas, pardonnez-moi, je pose pas le problème comme ça. Vous êtes la juge de paix ou pas ? Vous comprenez ? J'essaye d'avoir un jugement, des propositions qui sont à la fois réalistes mais novatrices. Bon. Donc je me dirais que je suis un peu entre les deux. Moi, je suis pour une sortie programmée du nucléaire parce que je pense qu'à long terme, c'est notre intérêt. Et je suis allée au Japon. Très franchement, j'ai vu ce qui s'y passait. Et je puis vous assurer... Vous en aviez tenu chronique ici, J'en avais d'ailleurs, parlé ici. Je peux vous assurer que quand on va au Japon, on se rend compte qu'il n'y a aucun gouvernement dans le monde, quel qu'il soit, qui pourrait répondre à un accident nucléaire. Et que d'un pays comme le nôtre, qui est touristique, qui vit de l'agriculture, de la viticulture, des produits de luxe, d'une image, un accident nucléaire chez nous, mais il n'y a plus d'économie française. Très clairement. Mais sur ce point, sur la question des accidents nucléaires, je voudrais quand même signaler que le rapport du GIEC qui vient de sortir sur la probabilité de plus en plus forte des événements extrêmes, ça nous interroge évidemment sur toutes sortes de choses, notamment sur les centrales nucléaires, parce que les deux événements extrêmes qui ont la plus forte chance, la plus forte probabilité d'augmenter à l'avenir, c'est la question des canicules et la question des précipitations, autrement dit des inondations. On sait pertinemment que ce sont deux événements extrêmes qui vont... on a connu beaucoup de canicules en Europe et beaucoup d'inondations. C'est ça le paradoxe du changement climatique, c'est qu'à la fois, on a des canicules et on a des inondations. Et bien, ces deux risques-là, c'est un risque majeur pour les centrales nucléaires françaises. Léla Daclé-Brice-Couturier sur le... Oui, moi j'avais une question sur votre travail en fait, l'un comme l'autre d'une certaine manière. Je vous entends dire, on n'a pas les données, on n'arrive pas à accéder. Il y a une vraie guerre qui est visiblement en cours, de l'expertise sur ces questions-là. Comme sur d'autres. Donc je veux bien que vous ne veuillez pas traiter d'imbécile un certain nombre de vos collègues, je comprends. Mais on a l'impression que d'une certaine manière, l'expertise est produite en grande partie par l'industrie. Alors vous travaillez comment pour contre-expertiser ? Personnellement, moi, je travaille d'abord sur Negawatt, qui a fait un travail remarquable, mais également sur les données étrangères, sur les données européennes. Il y a beaucoup de données Eurostat qui permettent de vérifier ce qu'on nous raconte chez nous. Et bien souvent, c'est pas la vérité. Par exemple, sur Monsanto, c'est valable à l'échelle européenne aussi, le fait que ce soit eux qui produisent leur propre expertise. Bien sûr. Alors là, je dirais que dans une autre vie qui était celle du CRIGEN, dont j'ai abandonné la présidente, qui est le comité de recherche d'information indépendant sur le génie génétique, ça fait 15 ans qu'on essaye de produire de la contre-expertise, on y arrive d'ailleurs, sur les organismes génétiquement modifiés. Mais c'est un sujet majeur. Et au niveau du Parlement européen, j'ai une bagarre permanente contre
l'EFSA, qui est l'Agence de sécurité sanitaire et alimentaire, et contre l'Agence du médicament, parce que précisément, certaines études sont prises en compte, d'autres sont baladées. On ne sait pas pourquoi, et comme par hasard, c'est les études industrielles qui sont valables, les autres qui ne le sont pas, avec des conflits d'intérêts permanents dans ces agences. Donc, c'est pas possible de continuer comme ça. Éloi Laurent, sur cette question, il est presque sur la question, oui, c'est vrai, il y a les exemples étrangers sont très importants. Par exemple, ce qui s'est passé au Royaume-Uni et aux États-Unis sur la question de la justice environnementale, il y a des données qui sont de très bonne qualité. Et donc, par exemple, il y a eu un groupe de travail du Grenelle qui a utilisé le ratio de pauvreté énergétique qui est utilisé au Royaume-Uni pour calculer un ratio de pauvreté énergétique en France. Et c'est comme ça qu'on a eu le premier chiffre sur la pauvreté énergétique en France. De même que parce que le c'est ministère... moins bloqué qu'en France. Parce que c'est un problème qui a été reconnu 10 ans avant, en fait, tout simplement. Et sur la question par exemple, de la cartographie des inégalités environnementales, le ministère de l'Environnement est en train de produire un logiciel, un modèle qui permet de cartographier les inégalités environnementales en s'inspirant de la géolocalisation qui est pratiquée par l'Agence de protection environnementale américaine depuis 20 ans. Donc, effectivement, petit à petit, ces données-là, ces méthodes-là s'installent, mais effectivement, c'est lent. Mais cela dit, ça commence. 8h40, le coup d'œil de Thomas Cluzel sur le sujet du jour, ou codex au sujet du jour. Oui, article dernière heure à lire dans les pages entreprises et marchés des Échos ce matin. Le journal économique qui nous apprend que la justice a forcé l'État à relever les tarifs du gaz. 2 mois après sa publication, le Conseil d'État vient en effet de suspendre l'arrêté qui avait laissé inchangés les tarifs réglementés du gaz pour les particuliers. Le Conseil estime que contrairement à ce que soutenait l'administration, aucune disposition ne permettait au ministre de suspendre l'application de la formule tarifaire prévue. En clair, le gouvernement avait imposé un gel pour les particuliers, quitte à tordre le cou à une formule de calcul des tarifs du gaz. Or, l'application de cette formule aurait dû conduire à une hausse des tarifs de 8,8 à 10% au 1er octobre, compte tenu de la hausse des coûts d'approvisionnement en gaz naturel. Hier, le ministère de l'Énergie s'est donc résigné à augmenter les prix. Une décision, bien évidemment, qui tombe mal pour le gouvernement, puisqu'elle ouvre la porte à une hausse des tarifs en plein hiver pour près de 10 millions de ménages et à quelques mois de l'élection présidentielle. Madame la Présidente de la République. Je vais vous dire, si c'est une question de formule, il faut changer la formule. Le gouvernement ne peut pas s'abstraire d'une disposition légale. Si cette disposition légale ne convient pas, il faut la modifier, c'est tout, et revoir le sujet. Et on retombe sur la question de la précarité énergétique. Mais je voudrais juste rajouter un point, parce que je n'ai pas répondu à un bout de la question tout à l'heure qui m'était posée par Brice Couturier. Moi, ou que vous me posiez par rapport à l'accord vert-PS. Moi, j'essaie de regarder les choses de manière constructive. On a tous dans la tête qu'est-ce qu'on fait en termes de lutte contre le chômage, de développement des emplois. Moi, c'est ça qui m'obsède. Et c'est la raison pour laquelle j'essaye de montrer ce qu'on pourrait faire en termes d'économie verte, en termes de développement du renouvelable, d'efforts sur la sobriété, y compris pour permettre de baisser les dépenses contraintes des ménages. On en revient à la question de l'énergie. Et ceci conduit à avoir, je dirais, une réponse assez nuancée, parce que c'est plus vite on pourra monter sur tout cela, plus vite on pourra effectivement rendre crédible une sortie programmée du nucléaire. Mais je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faut prendre le problème et pas de l'autre côté. Autrement dit, pas faire un dogme et une religion de cette question du nucléaire, et au contraire prendre le sujet de manière très constructive. Le problème est qu'on a en France un lobby nucléaire qui ne veut pas que les industries du renouvelable se développent. Et c'est ça le problème. Lorsque j'ai été à Minatec à Grenoble il y a 8 jours, que j'ai vu ce que fait le CEA, c'est pourtant le CEA, c'est remarquable. Centre d'énergie atomique. Oui. Ils font des choses remarquables en termes de technologie française, avec des pépinières d'entreprises françaises. Ils ont demandé 1 milliard pour développer une filière photovoltaïque dans le grand emprunt. Il n'y a pas un centime. Je suis allée hier voir une entreprise... Vous étiez en Saône-et-Loire hier. Vous êtes allée voir l'entreprise SIAG, SIAG, qui fait des éoliennes. Elle fabrique... Alors, ironie du sort, elle fait des éoliennes avec des... C'est un chaudronnier, et le site de cette chaudronnerie, c'était avant une chaudronnerie pour des centrales nucléaires. Ouais. Qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent, madame, on vit dans un tel univers réglementaire terrible pour les éoliennes, avec des campagnes permanentes contre les éoliennes. Nous sommes aux 2/3 de ce que nous pourrions produire. Et nous n'avons embauché que le 2/3 des emplois que nous aurions pu embaucher.
Voilà. Donc on en est là. Qu'est-ce qu'on veut dans ce pays? Est-ce qu'on veut développer de l'emploi ou est-ce qu'au contraire, on ne le veut pas au nom de la religion du nucléaire? C'est ça la question posée. Brice Couturier. Il faut reconnaître qu'il y a un lobby du nucléaire et tous les journalistes le savent et ils peuvent en avoir été soumis à ces pressions, mais il y a aussi un lobby des éoliennes, il est extrêmement puissant et il est assez inquiétant, puisqu'il faut savoir qu'en Italie, la mafia s'est beaucoup intéressée à l'éolien, puisqu'en fait, par toutes sortes de techniques, l'éolien aujourd'hui, l'électricité d'origine éolienne, qui est beaucoup plus chère, il faut le savoir, que celle qui vient du nucléaire, est défiscalisée de fait, qu'il y a donc une pénalisation du consommateur parce que la création d'un parc énergétique basé sur les énergies renouvelables va coûter très cher. Et tout à l'heure, Léla Dacly disait on n'a pas de chiffres. Moi, j'ai ceux de l'Agence de l'énergie de l'Agence de l'énergie internationale qui donc publie un rapport tous les ans. D'après les chiffres de cette agence, en réalité, la part du nucléaire dans le monde va continuer à monter puisque les Chinois, les Indiens, les Suédois, les Polonais, etc. n'ont pas renoncé du tout à construire les nouvelles tranches qu'ils avaient prévues. Et d'après toujours l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, le gaz pourrait représenter plus d'un quart de la demande mondiale en énergie d'ici 2035 contre 21% aujourd'hui. Donc l'évolution actuelle, c'est pas tant l'éolien, c'est le gaz, la montée du gaz. Et on le voit très bien pour reprendre l'exemple allemand, puisqu'en réalité, ce qui se passe en Allemagne aujourd'hui, c'est la dépendance de plus en plus forte des Allemands à l'égard du gaz russe. C'est moins les éoliennes qui font beaucoup plaisir que le gaz russe qui nous alimente en Europe et qui pose la question de la dépendance énergétique de l'Europe à l'égard de la Russie. Et ça, c'est préoccupant. Éloi Laurent, il y a deux choses là dans ce que vous avez dit. Vous avez dit d'un côté le nucléaire va monter, de l'autre le gaz va monter. Oui. Non, l'Agence internationale, oui. Mais non, l'Agence internationale de l'énergie, 75% pour l'Agence internationale de l'énergie dit que le nucléaire va représenter une part très très faible dans la résolution du problème climatique. C'est 6%. Si vous regardez les grands scénarios énergétiques de l'AIE sur ce que va représenter le nucléaire dans la résolution du problème climatique, en fait, c'est très faible. Effectivement, par contre, dans son dernier rapport, l'AIE parle d'un âge d'or du gaz. Oui, ça c'est vrai. Mais je vous signale que la raison qui a fait, par exemple, que le Royaume-Uni a pu baisser massivement ses émissions de CO2... l'augmentation du nucléaire est de 70% d'ici 2035, d'après le rapport que j'ai sous les yeux. Je vous indique que la part du nucléaire dans la résolution du problème climatique, qui est brandie en permanence par les passionnés du nucléaire en France en disant on ne peut pas faire les deux, on ne peut pas d'un côté sortir du nucléaire, de l'autre résoudre la question du changement climatique. Eh bien, le nucléaire, la part du nucléaire dans la résolution du problème climatique est donnée par l'AIE à 6%. Donc c'est extrêmement faible et le caractère absolument massif des solutions, c'est énergie renouvelable, sobriété, efficacité énergétique. Donc une fois de plus, ne nous trompons pas de débat. Sur l'âge d'or du gaz, effectivement, cela dit, c'est ce qui a permis au Royaume-Uni de baisser ses émissions en faisant une transition énergétique du charbon vers le gaz. Mais c'est sacrément polluant le gaz. Beaucoup moins que le charbon. Beaucoup moins que le charbon. Surtout qu'aujourd'hui, on fait de la cogénération. Je voudrais juste dire une chose sur les prix. Attention, très vite. Oui. Sur les prix, parce que ça, le coût, c'est très important. Le prix de l'éolien aujourd'hui est 40% de plus, à peu près, que le prix du nucléaire. Mais les courbes s'inversent. L'Allemagne considère que le prix du kilowattheure conventionnel de l'éolien est désormais... Le prix du kilowattheure conventionnel est aujourd'hui à peu près celui de l'éolien. Donc en Allemagne, les courbes se sont croisées. Et le photovoltaïque se croisera d'ici 2 ou 3 ans. Et vous avez la même prévision de la part d'entreprises comme Siemens ou General Electric. C'est-à-dire que ce n'est pas des questions religieuses, ça c'est des questions économiques. Et par conséquent, vous avez un nucléaire qui n'arrête pas de grimper. Je rappelle quand même que le PR est entre 7 et 8 milliards d'euros l'unité. Et c'est de plus en plus cher. Et vous avez, sans compter la mise en sécurité des sites, 2 à 400 millions d'euros par site. Et vous avez de l'autre côté un prix de l'éolien et du photovoltaïque qui ne cesse de baisser. Donc vous allez avoir les courbes qui se croisent. Et là aussi, on a besoin d'évaluation juste des coûts. Merci Éloi Laurent, je rappelle économiste à l'Observatoire français de la conjoncture économique, professeur à Sciences Po, et donc il faut aller sur votre site, pardon, j'en ai un chant dans la gorge, c'est le manque de gaz, pour aller consulter les données, vous disiez de pas de mégawatts en l'occurrence. Mégawatts. Non, c'est pas un mégawatt à son propre site, mais l'OFCE, on a un blog, on a plein de publications libre accès, dont un numéro sur l'économie du développement soutenable. Et puis Corinne Lepage, déficit public, le patrimoine des Français en péril, 5 propositions pour changer la donne. C'est le cœur de votre campagne, Corinne Lepage, on peut dire, la réindustrialisation de la France, la sécurité humaine, la moralisation de la vie politique.
au lieu de regarder votre portable, si vous pouvez répondre à ma question, vous avez vos 500 signatures? J'espère bien que je vais les avoir, mais c'est très difficile, parce qu'on se heurte à deux difficultés. Vous faites comme Marine Le Pen, vous dites qu'on c'est compliqué? Non, je sais que c'est difficile. Tout simplement parce que les maires des petites communes ont des majorités communes, droite-gauche, et qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir des difficultés avec une partie de leur conseil municipal au motif qu'ils ont soutenu un candidat, comme si c'était soutenir un candidat que de faire un acte civique qui est de permettre le pluralisme. Et puis deuxièmement, vous avez aujourd'hui beaucoup d'intercommunalités, et les présidents d'intercommunalités ont beaucoup de pouvoir sur les communes qui composent cette intercommunalité. Et par voie de conséquence, évidemment, il peut y avoir des pressions qui s'exercent. Donc je pense qu'on ne peut pas continuer avec ce système. Ou bien c'est l'anonymat, ou bien on passe à un système de soutien citoyen, c'est-à-dire qu'on exigerait 100 000, 50 000, 200 000, j'en sais rien, citoyens pour soutenir un candidat. Pourtant, le PS aurait tout intérêt à ce que les écologistes soient moins, les Verts soient plus faibles et que donc Corinne Lepage monte. Écoutez, peut-être, je n'en sais rien. Moi, je vous dis ce que je vois aujourd'hui sur le terrain. Les signatures rentrent, mais c'est difficile. C'est un travail de mes militants et c'est franchement un travail difficile. Un second tour, François Hollande, Nicolas Sarkozy, vous appelez à voter pour qui? J'ai dit que je ne pourrais pas appeler à voter pour Nicolas Sarkozy. Je l'ai dit depuis le début. Vous appelez donc à voter François Hollande? Si c'est le deuxième tour, ce sera ça. Mais je ne sais pas qui sera au deuxième tour aujourd'hui. Je ne connais pas encore, et Nicolas Sarkozy n'est pas encore candidat. Donc il faut attendre les choses. Mais en ce qui me concerne, je suis une femme du centre, plutôt centre-gauche, mais du centre. Je ne pourrais pas Vous n'avez pas été toujours centre-gauche. Vous avez été un peu centre-droit aussi tout de même. Je suis une femme du centre. Pour être ministre d'un gouvernement dans la Juppé, on n'est pas trop centre-gauche a priori. Je venais au titre de la société civile. Je n'ai jamais appartenu ni au RPR, ni même à l'UDF, ni à rien de tout ça. J'ai toujours été une écologiste. Le parti auquel j'appartiens a appartenu au MoDem. Il est parti du MoDem, donc je n'appartiens plus au MoDem. Mais je n'ai jamais varié sur ce point-là. Je suis une femme du centre. Aujourd'hui du centre-gauche, puisque par définition, je ne souhaite pas un deuxième mandat pour Nicolas Sarkozy.